à l'origine, le mot techné vient avant, vient au début des choses. C'est comment on fait des choses. Et ce que dit Aristote, c'est cette question du principe de l'art et de la science. De l'art en ce qui regarde le devenir et de la science en ce qui regarde l'être. Autrement dit, on est bien là dans quelque chose qui est de l'ordre de l'action, le devenir, de quelque chose qui se passe. Et l'être, c'est quoi? C'est l'étant, c'est qu'est-ce qui est là. Il y a plusieurs types de traductions qu'on peut trouver. C'est ce qui est observable. Et comment on observe les choses. Si on va, là pour le coup, au XVIIIe siècle, je vous renvoie bien entendu à l'encyclopédie. Je vous présente pas l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est quand même un des événements majeurs de la pensée universelle au XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est la discussion que, d'ailleurs rédigée par Diderot pour cette notice, on est milieu du XVIIIe siècle, rédigée par Diderot, c'est ce qui est de l'origine des sciences et des arts. Et quand il dit l'origine des sciences et des arts, il faut prendre le mot art dans le sens de artisan, de artefact, etc., de ouvrage d'art aussi. Hein. Donc on est bien là dans ce qui se fait. Et tous les artistes sont des faiseurs de ce point de vue-là. Et il dit bien que il faut regarder ce qui se passe de l'industrie de l'homme, c'est-à-dire de l'activité humaine, entre ce qui s'exécute et ce qui est contemplé. Si l'objet s'exécute, la collection et la disposition technique des règles selon lesquelles il s'exécute s'appelle art. Si l'objet est contemplé seulement sous différentes faces, la collection et la disposition technique des observations relatives à cet objet s'appelle science. Vous voyez bien que ça commence à devenir un peu plus compliqué cette affaire, parce qu'il y a toujours une disposition technique. Parce qu'il y a toujours une disposition des éléments les uns par rapport aux autres, une fonctionnalité, une organisation qui permet de comprendre et d'analyser les choses. Mais ce que je retiens plus simplement, c'est l'idée de l'exécution et de la contemplation. L'idée de l'observation pour les deux, de la compréhension pour les deux, qui s'organise avec méthode, ce qui est au passage une définition de la science, mais qui est très clairement entre ce qui se passe de l'exécution, c'est-à-dire du faire, de la fabrication, et ce qui se passe de la contemplation, on va dire observation, mais aussi la création de connaissances. L'intérêt de cette définition-là, c'est qu'il y a une disposition technique pour comprendre tout ça à chaque fois. Et pour faire court, retenons cette idée très simple que la science, ce serait en gros la connaissance du monde, et que la technique, ou les techniques, ce serait en gros la fabrication du monde. Vous voyez bien que les deux sont absolument nécessaires et complémentaires. On n'est pas dans un monde qui n'est pas fabriqué. Vous êtes dans un monde fabriqué. Vous êtes assis sur des chaises, appuyés au plateau pour écrire, etc. Donc on est bien là dans un monde de la technique qui permet d'avoir de la connaissance. Je vais revenir un peu sur ces notions-là parce que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quelque part. Pour faire quoi que ce soit. Après, je passe très vite la discussion qui est ensuite sur la distinction entre manuel et intellectuel, entre arts libéraux et arts mécaniques, avec déjà quelque chose qui est vachement intéressant par rapport au monde de la machine, qui est le monde de l'ingénierie finalement aussi, en tout cas pour la question contemporaine, c'est le fait que déjà au XVIIIe siècle, Diderot se plaint qu'il y ait des choses qui soient de valeur minutielle. Qu'il se dit, attention, les arts mécaniques, c'est plutôt du manuel, c'est plutôt de l'action avant la pensée, et ben c'est pas si mal. Mais il se plaint qu'il y ait déjà cette hiérarchie qui soit en cause. Donc ça, c'est aussi intéressant par rapport à nos questions. Je reste très rapidement sur la question de... Tu as introduit ça par rapport à la notion de machine, c'est le mot machine, par rapport au machinisme, c'est tout simplement un objet fabriqué complexe, capable de transformer une forme d'énergie en une autre. Bon, je passe ensuite. Et puis le machinisme, c'est un système technique, ces objets-là, dans un système de production, lorsque les forces productives ont atteint un certain niveau de développement. Mais, rajoute le CNRTL, je vous renvoie au Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui est vraiment une référence absolue en ligne et qui renvoie à plein d'autres systèmes de définition. On voit bien que ça peut être un fonctionnement mécanique comparable
à celui d'une machine par son côté inhumain. Donc il y a déjà cette relation à la machine et au machinisme comme étant quelque chose qui peut être un peu hostile quand même, ou un peu dérapant, un peu exagérant sur certaines situations. Là, je reviens sur le coup à Diderot, et vous la trouvez en ligne, ces définitions-là. En particulier, je vous conseille, plus que conseille d'ailleurs, le site qui s'appelle Encre, qui donne l'ensemble de l'encyclopédie en ligne, à la fois en version texte, mais aussi en version image. Et donc, il y a l'engin, c'est une machine composée, dans laquelle il entre plusieurs autres simples. Vous voyez déjà l'idée que ces engins sont quelque chose comme ça. Pourquoi je vous parle d'engin? Parce que on a, et je vais revenir là-dessus, déjà la question de l'engin, étymologie de l'ingénieur. Mais aussi l'engin, c'est vraiment le terme médiéval qu'on garde encore au XVIIIe siècle. L'engin, c'est d'abord une machine de guerre. C'est d'abord une machine de guerre, une machine hydraulique ensuite, mais c'est d'abord une machine de guerre. Les premiers ingénieurs sont des ingénieurs militaires, sont des techniciens de la guerre. Et ça va se développer ensuite petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est le mot d'engin n'est plus guère en usage, du moins dans le sens qu'on vient de lui donner, c'est-à-dire de machine composée. Celui de machine tout court a pris sa place. Donc on voit bien que le mot machine gagne vraiment totalement sa place au XVIIIe siècle. Et ensuite, il y a toute une déclinaison possible dans l'encyclopédie, et c'est intéressant quand même dans le détail. Ça signifie ce qui sert à augmenter et régler les forces mouvantes, ou quelque instrument destiné à produire du mouvement, de façon à épargner ou du temps dans l'exécution de cet effet, ou de la force dans la cause. On voit bien déjà qu'il y a cette question de la machine comme étant l'objet mécanique par essence, l'objet mécanique qui va augmenter quelque chose. On parle de réalité augmentée aujourd'hui, on est bien là dans quelque chose qui est de l'ordre de l'outillage pour l'homme, pour la main de l'homme, mais un outillage qui n'est pas simplement une augmentation, une prolongation, mais une augmentation réelle, c'est-à-dire quelque chose qui va être conçu au bénéfice de la production, sans forcément que ce soit juste un prolongement. Et ça, bon, on pourrait passer des heures là-dessus, mais voilà. Et il y a tout un tas de définitions de la machine et une déclinaison de la machine dans l'encyclopédie. Juste un mot justement par rapport à engin. C'est l'engin de l'ingénieur, avec des déclinaisons d'ailleurs beaucoup plus importantes et beaucoup plus pérennes en anglais, puisque le steam engine, c'est la machine à vapeur en anglais. Et on voit bien que le mot engineer et que la puissance des mots engineering, civil engineering, est quelque chose de plus pérenne par rapport au mot engin que ce qu'on a gardé, nous, entre guillemets, seulement sous la notion d'ingénieur, mais qui peut paraître s'éloigner de la machine en tant que telle, de l'engin d'origine qui, encore une fois, est militaire, mais qui donne du sens par rapport à tout ça. Alors évidemment, c'est quoi ce sens de la machine? C'est de la forme, c'est de la fonction, mais peut-être qu'on pourra aller, et sûrement les collègues qui vont échanger avec vous par la suite vont aller là-dessus, c'est est-ce qu'on va au-delà de la forme, au-delà de la fonction? Je retiens très rapidement, vous avez sans doute entendu parler de Simondon, qui est une des références qui a été oubliée longtemps, mais qui est à nouveau une référence sur cette question d'interprétation des techniques, et bien au-delà. C'est cette distinction entre éléments, individus et ensemble technique. Mais les éléments peuvent être un petit peu pris et un peu tout seuls entre eux, mais dès qu'il parle de ce qu'il appelle l'individu, et ce qu'il appellera en philosophie, ne m'en demandez pas plus, l'individuation, c'est le sujet de ce qu'il appelle le milieu associé. Et c'est clairement l'affirmation qu'aucun objet n'est seul, qu'aucun objet complexe ne peut être seul. Et quand il passe à l'ensemble, on est bien entendu dans cette complexité des objets. Et autrement dit, cette forme, cette fonction ne suffit pas à définir une machine, mais il faut la comprendre dans son contexte, pour faire simple, et ce qu'il appelle le milieu associé, qui peut être un milieu associé d'un ensemble que vous pouvez être petit, un moteur thermique a besoin d'un refroidissement, par exemple, un moteur électrique a besoin d'une batterie, ça peut être le milieu associé, mais aussi plus largement un ensemble technique, comme une voiture,
a besoin d'une route, mais en même temps, la voiture et la route ont besoin d'autres choses qui sont des organisations plus générales, et d'ailleurs pas seulement techniques au sens matériel du mot, mais techniques aussi au sens de l'organisation, à savoir que la priorité à droite existe, par exemple. Ça, c'est une organisation technique aussi. Pour faire plus simple, et je vais essayer de pas trop perdre de temps là-dedans maintenant, mais c'était, je pense, une introduction utile. À partir d'ailleurs de travaux de Simondon, il y a un monsieur qui s'appelait Yves Deforge, qui a été un des rares élèves de Simondon. Et là, c'est un schéma qui est tiré de Bruno Giacomi, qui est lui-même un élève d'Yves Deforge, qui parle du système technique dans son ensemble. Alors pas un système technique au sens, par exemple, de Bertrand Gilles, où il parle, qui lui fait de l'histoire des techniques, et il parle du système technique médiéval, du système technique d'Ancien Régime, enfin moderne, ou du système technique contemporain. Là, on part de l'objet. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet objet, qui peut être, encore une fois, soit un élément, soit un individu, soit un ensemble, pour reprendre la typologie de Simondon, comment cet objet rentre effectivement dans ce que j'ai appelé le milieu associé, mais dans ce qui est le contexte global de la situation, comment il est produit, comment il est consommé, comment il est utilisé, comment il est par lui-même. Donc il y a des éléments comme ça de compréhension nécessaires de l'objet, qu'il soit stable, mobile ou pas, ou mécanique, qui sont nécessairement à comprendre dans la logique globale des choses. Et comprendre ces éléments-là, c'est comprendre aussi à quel moment ou dans quelle situation se place un objet technique, et en l'occurrence les machines dont on parle. Bien entendu, tout ça ne peut pas exister aujourd'hui dans l'intelligence de ce qui se passe depuis quelques siècles. Vous avez tous entendu parler de l'Anthropocène. L'Anthropocène existe-t-il ou pas? C'est un autre sujet. En tout cas, c'est un concept intellectuel particulièrement fort, dont qui a été introduit, si on peut dire, sans le nommer, mais par des gens comme les Meadows en particulier dans les années 70, hein, ça fait 50 ans quand même, sur les limites de la croissance. Donc on est bien dans certains milieux. Et les Meadows ont été sûrs que leur bouquin marcherait. C'est-à-dire qu'ils étaient convaincus que ça convaincrait tout le monde qu'il fallait arrêter de dépenser trop et de consommer trop. Bon, on n'en est pas là, et manifestement pas dans certains pouvoirs qui nous entourent. Mais toujours est-il que ça pose cette question de la relation à la machine, évidemment. La relation au machinisme, c'est ce qu'on appelle la grande accélération à partir des années 50, avec, vous voyez, des montées exponentielle, enfin même pas exponentielle, c'est un mot qui est compliqué à utiliser quand on est mathématicien, mais vous voyez bien ce que ça veut dire du point de vue logique. On est sur des courbes qui sont quasiment verticales à partir des années 50, sur l'augmentation des consommations, etc., sur les productions mondiales d'énergie, ici comme à droite, et tout ça s'accompagne aussi d'une augmentation radicale, comme vous le savez, de la population, puisqu'on dépasse les 8 milliards et autres. Une petite incise aussi sur la question de ce que c'est que l'Anthropocène et l'Holocène. Là, je passe très très vite, justement par rapport à l'Holocène, c'est-à-dire qu'en fait, on a déjà eu une première accélération qui est beaucoup moins rapide que les 50 ou que les 150 ans ou les 200 ans de la révolution industrielle, mais on a eu quelque chose de tout à fait stupéfiant au moment du néolithique, où on est passé de 1 million d'habitants sur la Terre, d'humains, il y a à peu près 30-40 000 habitants, 30-40 000 ans, pardon, à 100 millions en l'an moins 1000. Donc on a eu comme ça une augmentation totalement colossale de la situation humaine, avec, vous le savez, suite à la fin de l'ère glaciaire, les constitutions de l'agriculture, du passage à la sédentarisation, du passage à la construction des cités, etc. Mais c'est des mouvements qui sont un peu comparables dans l'augmentation radicale des besoins de l'humanité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que certains auteurs, des archéologues en particulier, se disent, mais finalement, on parle de l'Anthropocène, mais peut-être qu'il a commencé directement à ce moment-là. Et peut-être que c'est la totalité de l'activité humaine qui pose problème.
Alors ça nous pose problème, à nous de se poser ce problème-là d'ailleurs au passage. Hein. Mais il y a un vrai sujet sur ces questions-là. Bon, je passe très vite sur autre chose. Autre chose, avec quelques exemples, c'est bien entendu le début de la machine. C'est quoi? Le début de la machine, de cette façon de faire mouvement et d'avoir une utilité de production à partir de ces mouvements, c'est bien entendu le moteur hydraulique. Le moteur hydraulique, il est connu dès l'Antiquité. On le connaît toujours, le moteur hydraulique. Et on est bien là dans un enjeu très fort. Donc là, vous avez un moulin à blé tout à fait classique, hein, une roue verticale, un rouet, une lanterne, et puis les meules, la meule dormante et la meule tournante au-dessus de la meule dormante qui permettent de faire farine. Ce qui est intéressant dans cette question du regard sur la machine, c'est que c'est pas toujours univoque, cette affaire. Ce que je vous montre, c'est une carte qui montre là où il y a une domination radicale des roues verticales, en haut de la carte, et une domination radicale des roues horizontales, en bas de la carte. Une des explications est culturelle. Vous voyez que là, il y a une relation assez étroite avec les différences linguistiques anciennes entre Languedoc et Languedoc. Ça, c'est vachement intéressant, cette affaire. Pas seulement pour parler des questions linguistiques, mais aussi pour parler de culture. Pour parler de quoi aussi? Pour parler de choix techniques, de choix culturels de la technique. Et ce qui est intéressant avec la technique, et donc avec la solution machine, c'est qu'il y a toujours plusieurs solutions. On est tous à peu près habitués à dire que 1 plus 1 égale 2. Bon, les physiciens quantiques vont vous dire que c'est pas si simple que ça. Mais, globalement, en physique classique et en mathématiques classiques, on va toujours se dire que 1 plus 1 égale 2. Ok? Ben moi, je vous dis qu'en technique, c'est pas vrai. Il y a toujours plusieurs solutions. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y a des choix de solutions qui sont des techniques. Il y a des choix de machines qui vont aussi, vous allez le voir, se poser, y compris dans les développements les plus récents. Moulin hydraulique, moulin à vent. Ben, le moulin à vent, il n'est pas si vieux que ça. En Europe, il arrive 12e, 13e siècle. Vous voyez, il y a des décalages comme ça aussi qui sont intéressants. Et ces décalages, c'est pas... Vous avez tous entendu parler d'innovation de rupture, évidemment, etc., ce dont on nous bassine les oreilles dans le management moderne. Mais l'innovation de rupture, ça existe. Il y a un moment donné où on rompt quelque chose. Mais je me mets plutôt, moi, dans la continuité de quelqu'un comme Jean-Baptiste Fressoz, qui vient d'écrire un bouquin il y a 3-4 ans qui s'appelle « Sans transition ». Eh ben, ce bouquin, Jean-Baptiste Fressoz, il dit « Mais attendez, oui, mais les techniques, en fait, elles existent toujours. Il y a de la rupture, mais il y a aussi énormément de prolongation, de prolongement, de juxtaposition des choses. » Et ce qui est intéressant avec l'éolien, c'est que le retour de l'éolien, c'est les éoliennes, hein, on est d'accord. Donc le moulin à vent est un des cœurs du sujet de la question de la transformation énergétique. Moi, je fais aussi un peu comme Jean-Baptiste Fressoz, j'aime pas trop le mot transition, mais en tout cas la transformation énergétique existe-t-elle? Et comment on voit aussi que, alors je fais exprès de vous mettre une carte ancienne de la situation des éoliennes en 2003, vous voyez que la France est totalement sous-représentée à l'époque. C'est des choix techniques, ça. C'est des choix qui sont techniques, culturels et idéologiques. C'est la question du nucléaire. C'est la question de la fourniture d'énergie par une ressource unique à l'époque, enfin quasiment unique à l'époque, qui était le nucléaire en France. Il y a toujours évidemment du nucléaire comme vous le savez. Là, au passage, merci le nucléaire pour avoir l'éclairage de la pièce, hein. Mais on est dans des situations où d'ailleurs là cette carte, j'aurais pu vous en mettre une plus récente, mais cette carte qui est de 2018 montre bien une progression assez importante de la France et c'est pas fini. Donc vous voyez, contexte aussi, qu'est-ce qui s'associe dans le milieu? Le milieu, c'est un milieu technique, mais c'est aussi un milieu de la fabrication des objets et de la machinerie et des mouvements, là en l'occurrence pour produire de l'électricité, qui dépend d'autres contextes, des contextes économiques, des contextes sociaux, des contextes politiques. On parlait de transformation énergétique. Là, je vous montre aussi un objet assez stupéfiant. C'est le passage
dans la vallée du Lac-City en Crète, d'une situation d'irrigation avec des pompes éoliennes individuelles, à l'abandon absolu de ces pompes au bénéfice de l'électricité. C'est vachement bien l'électricité, c'est du progrès, on met des moteurs, on met des machines, ça marche tout seul. Ok, sauf que on se demande au passage, alors il faut contrôler sur les photos, mais c'est peut-être un peu moins bien cultivé qu'avant. Et puis surtout, c'est plus du tout la même affaire. C'est-à-dire que l'éolienne du haut dépend de son propriétaire ou de son exploitant ou de 2 ou 3 familles, foyers. Ça marche correctement, mais le moteur électrique qu'on a tous, hein, je veux dire, là on est entouré d'électricité, certains sont venus en vélo électrique, etc. Dépend de la recharge, dépend de la batterie. Et là vous voyez bien que ce que raconte Simondon autour du milieu associé est totalement fondamental. C'est-à-dire qu'on est bien là dans un objet où, là en l'occurrence, on va parler de nécessité du réseau et d'une nécessité d'un réseau plus ou moins centralisé par la fourniture d'électricité. Donc vous voyez bien que les enjeux de situation technique et de situation de machine, ici on a des machines à pomper l'eau, qui sont des machines simples, entre guillemets, il faut toujours se méfier du mot simple en technique, mais qui étaient opérationnelles. Autre élément aussi, qu'est-ce qui vous frappe sur cette image ? Rusticité. Ouais, mais moi ce qui me frappe, c'est que c'est une photographie. Ça veut dire que c'est, et en plus publié dans les années 60, ça veut dire que c'est une photographie de ce truc-là qui est effectivement rustique, le mot est faible, dont on pourrait penser qu'il est totalement archaïque, avec au passage, on est sur des roues horizontales à pales qui prennent l'eau comme elles peuvent, quoi. Donc en termes de rendement mécanique, c'est à peu près pas bien, quoi. Mais sauf que ça existait, là. On est au milieu du XXe siècle, quelque part dans le monde, ça existait, et ça existe sans doute toujours par endroits. Donc cette question un peu européocentriste ou occidentalocentriste du progrès technique, de la machine qui nous fait avancer tous à la même vitesse et que c'est super, etc. Attention, il y a des gens qui vivent pas ça, hein, on est d'accord, mais qui le vivent pas aujourd'hui. J'en veux pour preuve, y compris dans des pays plutôt, on va dire, développés, cet ensemble hydraulique. Cette photo, elle a 20 ans. C'est un copain à moi qui l'a prise quand il a fait un voyage en Chine et près de Pékin. En 2000, moi j'ai eu la chance d'y aller en 2011, je veux dire, à Pékin, il y avait les Apple Store, etc. Mais ces Noria, là, elles servent toujours. Elles servent toujours. C'est une technologie qui, en Chine, a plus de 2000 ans. Vous savez que la Chine est un des pays qui s'est le mieux organisé au monde avant l'ère chrétienne, avec l'invention des fonctionnaires, avec l'invention des grandes organisations, de la canalisation, du génie civil et des irrigations de manière formidable. Ah ben, qu'est-ce que ça veut dire tout ça aussi ? Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de changer tout le temps un système qui marche bien. Vous savez, dans les choix techniques, il y a plusieurs solutions. Mais peut-être que quand ça fonctionne, on n'est pas obligé de tout changer tout le temps. Et donc, que cette question, ça interroge aussi la question de la modernité par rapport au machinisme. Comment on travaille notre modernité ? Est-ce qu'il faut tout changer ? Ou est-ce que, peut-être que la modernité du XXIe siècle, ce serait aussi de ne pas forcément tout changer, mais de continuer des choses qui sont adaptées et qui fonctionnent à peu près bien. Pourtant, les machines, ça existe. Les machines, ça existe depuis longtemps. Là, je vous présente une gravure tirée d'Agricola, qui est d'un bouquin qui s'appelle le De Re Metallica. Ré, c'est la chose, hein, la réification en latin. Donc c'est de Re Metallica. En français, la chose métallique, c'est plutôt de l'art du métal, en fait, dans la traduction traditionnelle française. C'est un très grand ouvrage du milieu du XVIe siècle, un des plus grands ouvrages sur la métallurgie de l'époque. Et il montre l'extraction minière. Et ici, il montre une machine qui est quand même particulièrement complexe, c'est-à-dire un moteur hydraulique
on voit la rivière un peu en dessous là qui coule avec une roue, donc ce qu'on appelle une roue de dessous, avec les pales qui font tourner la roue, qui font tourner un axe avec bielle manivelle, qui est tout à fait nouveau aussi à la fin du Moyen Âge et début de la Renaissance, pour actionner une pompe à piston, une pompe à tuyau qui est là. Donc on est là dans une organisation technique qui est intéressante, mais qui est toujours celle des temps modernes, entre guillemets, et des temps anciens, avec une source technique qui est l'eau, le bois, l'animal, la source énergétique, pardon, et qui fait travailler directement des moulins, des forges, etc. Ce dont on va parler et ce dont on parle définitivement désormais du point de vue de la civilisation industrielle, entre guillemets, mais qu'est-ce que ça veut dire civilisation dans ce cas-là? Je vous rappelle qu'on continue toujours à juxtaposer les éléments. C'est en ça aussi, c'est tiré de Bruno Giacomi. C'est l'idée que la source d'énergie va d'abord se diversifier, et de plus en plus jusqu'au XXe siècle, mais qu'il va y avoir un transmetteur. C'est-à-dire qu'on va plus avoir des machines seulement avec un système d'énergie directe, l'eau pousse le moteur, fait moteur en fait directement avec le moteur qui tourne du moulin, mais la source énergétique, l'eau, la houille, le pétrole, etc., sont transformés. On va en faire de la vapeur par de la chaleur, on va en faire de l'air comprimé, on va faire de l'électricité, et pour faire marcher la machine, et ça c'est fondamentalement nouveau. Et les premiers principes qui vont faire ça, là c'est des exemples autour de finalement des premières hydrauliques et puis surtout de la machine à vapeur à double effet, c'est quoi? C'est la naissance de la machine à vapeur. Et évidemment la machine à vapeur c'est le début de la révolution industrielle. Vous connaissez tous James Watt. Alors, de grâce, ne dites pas que James Watt a inventé la machine à vapeur, c'est pas lui, vous le savez sans doute tous déjà, c'est plutôt quelque chose qui commence à vraiment sortir des limbes, si je puis dire, à la fin du XVIIIe siècle, avec Denis Papin, avec Thomas Savery, qui fait l'ami du mineur, traduction française, qui travaille en fait à des problématiques d'une part de la naissance en physique d'une nouvelle science qui va s'appeler la thermodynamique, et la compréhension qu'un volume de gaz chauffé va être en expansion et va donc créer du mouvement. Alors c'est des choses qui étaient un peu connues déjà dès la Grèce antique, mais qui étaient un peu restées silencieuses pendant 2000 ans et un peu moins et qui vont ressortir clairement à la fin du 19e siècle. Ce qui est intéressant, c'est la façon aussi dont ces problématiques de machines sont directement liées à des problématiques techniques. Si Savery il appelle ça l'ami du mineur, c'est pas pour faire plaisir aux mineurs, hein. C'est parce que les mineurs ont un vrai sujet, c'est l'exor, c'est le pompage de l'eau. Et en fait, les premières machines à vapeur plus sophistiquées, en particulier celle de Newcomen ici, dont vous voyez l'échelle, hein, vous voyez à droite là le petit bonhomme là en bas à côté du mur, c'est des très grosses machines qui sont à des rendements très faibles, qui sont à des pressions à la limite du bar, quoi. Enfin, ce qu'on appelle les machines atmosphériques, mais là pour le coup c'est vraiment la machine atmosphérique, c'est-à-dire qu'elle est à peine supérieure en pression à la pression de l'air, mais ça suffit pour créer un mouvement de levier et pour faire là un pompage alternatif là-dessus. Et ben ça va être le premier vraiment développement de quelque chose au-delà de Papin et Savery. Et Newcomen, c'est bien, mais ça suffit pas. Et c'est là pour le coup James Watt qui développe dans les années 1760 une vraie amélioration de la machine de Newcomen et qui en particulier comprend qu'il faut arrêter que l'eau, là je vais vraiment aller très vite sur la technique, il faut arrêter que l'eau se refroidisse dans le cylindre. Et que le piston perd du temps, si je puis dire, et donc il faut évacuer le refroidissement de l'eau pour que ça condense ailleurs. Donc il va imaginer un condenseur qui va permettre d'accélérer finalement le mouvement de réchauffement et de refroidissement de l'eau. Et il va surtout inventer autre chose, c'est-à-dire qu'il va imaginer non seulement qu'il y ait une poussée unique sur le piston, mais qui est ce qu'on appelle le double effet, c'est-à-dire qu'il y ait une poussée des deux côtés par alternance.
C'est mécaniquement incorrect ce que je vais vous dire, mais vous allez comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de perdre une pédale en vélo. Eh ben, si vous pédalez que d'une seule jambe, c'est pas pratique du tout, quoi. Et donc l'intérêt du double effet, c'est un peu de faire un peu cet exercice-là, c'est-à-dire d'avoir une poussée d'un côté, une poussée de l'autre, par alternance, et qui permet d'avoir un rendement évidemment bien supérieur, avec d'autres améliorations qui sont là. Donc cette machine à vapeur, c'est l'événement majeur du machinisme industriel qui commence à monter en puissance, et la machine Watt, avec des améliorations successives, avec aussi des problématiques de concurrence. Au départ, Watt, il n'a pas le droit d'exporter ses machines. Hein. Il n'a pas le droit. La puissance anglaise dit oh, tout, c'est trop bien cette affaire, hein. On va pas la donner aux autres. Hein. Les premières machines Watt installées en France sont installées en contrebande. Hein. La première machine à vapeur Watt installée en France, elle a été installée à Nord-sur-Erdre, dans les mines de charbon de Languin. Bon, 3 mois avant celle des frères Perrier à Paris, on est d'accord. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même la première. Et donc, on a pu bosser là-dessus avec d'autres collègues, et le rendement était, voilà, il fallait quasiment brûler la moitié du charbon extrait à Languin pour faire fonctionner la machine et pour pouvoir commercialiser l'autre moitié, quoi. Donc, mais c'était les débuts quand même de cette chose-là. Ici, en bas, là, vous avez une héritière de Watt, c'est une machine Scott qui est présente, c'est la machine à vapeur qui est dans la chapelle de Saint-Martin du musée des Arts et Métiers à Paris, qui est vraiment la machine typique des 2 premiers tiers du 19e siècle. Après, on va avoir des machines un peu plus grandes, un peu plus complexes, mais c'est vraiment la machine typique de tout ce qui va être le développement industriel du 19e siècle. On est où après? On est dans la mine. Et c'est là que je reviens, peut-être, ici on est en 1760. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette image? C'est surtout ce détail-là. Vous voyez, Puy-Gouriot, en extraction, machine à moulette. Machine à molette, en fait. Molette. Et en fait, c'est un chevalement de mine. Est-ce qu'il y a un chevalement de mine? Et là, vous voyez que c'est une 2 chevaux. C'est-à-dire que le manège à cheval est mu. Vous voyez les harnais qui sont là, qui sont prêts à attacher les bêtes. La machine est mue, le manège à cheval est mu par 2 chevaux. Ça, c'est une technologie qui date du Moyen-Âge. 14e, 15e siècle, dans toutes les mines qui existent un peu développées, les mines du Harz en particulier, on a des dessins, mais on a aussi des témoignages dans les ardoisières à Trélazé, par exemple, qui étaient des grandes installations minières, mines et carrières à la fin du Moyen-Âge. On a des machines comme ça. Donc, grande stabilité, si vous voulez. Mais je vous parlais de Languin, de Nord-sur-Erdre. Eh ben, on a des machines à chevaux. Vous voyez un manège en haut à droite, là, à gauche, pardon. Mais regardez bien, alors excusez-moi, le détail est petit, mais en haut, à droite, on a une installation avec une maison, une cheminée et autre chose. C'est là la machine, cette fameuse machine à vapeur de Languin, qui a donc été installée en 1783 et qui va, bon an mal an, durer jusqu'à la Révolution et un peu dedans. Donc ça, c'est un plan qui est aux Archives nationales, qui a été publié dans un bouquin déjà ancien, Les Forges du pays de Châteaubriand. Et donc on est bien là sur quelque chose pas d'une rupture, mais d'une transformation possible. Et cette transformation-là, je vais vous en donner des exemples, en particulier autour des ardoisières de Trélazé, justement, avec cette planche de l'encyclopédie qui montre les très très grandes carrières à ciel ouvert qui étaient exploitées par quoi? Grâce à des manèges à chevaux, comme ici. Alors là, pour le coup, c'est plus l'encyclopédie, c'est la description des arts et métiers, mais c'est quelque chose qui est pareil, un des très grands ouvrages du XVIIIe siècle sur la technologie, qui montre bien comment le cheval travaille grâce au tambour, à l'extraction, soit de l'eau, d'ailleurs, soit des parties un peu dures. Ce qui est intéressant, c'est comment cette chose-là va continuer pendant tout le XIXe siècle sur place, mais pas que. Et qu'il y a aussi des installations à vapeur, avec au passage la question de la transformation de l'extraction ardoisière en extraction souterraine. Mais vous voyez ici, pareil, la cheminée, un chevalement. Donc là, on va être sur des machines à vapeur. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment, pour des raisons de rendement, pour des raisons d'efficacité technique,
mais pas forcément des très grands rendements, puisque en particulier pour les ardoisières, on n'a pas besoin d'un rendement extraordinaire. On va généraliser petit à petit la vapeur, et d'ailleurs assez tôt, parce que les premières machines à vapeur des ardoisières, c'est dans les années, fin des années 1810, la toute première, début des années 1820, c'est tôt dans la question de l'industrialisation française. Il ne faut pas croire que la révolution industrielle qui commence au XVIIIe siècle en Angleterre, comme ça, c'est pas si simple que ça. Il y a tel point que certains auteurs disent qu'il n'y a pas de révolution industrielle en France. Parce que c'est beaucoup plus progressif qu'on ne pense. Et ça donne des organisations de ce type qui sont des organisations importantes. Là, on est en 1900. Et on a des machines un peu partout, des machines à vapeur en haut que vous voyez. On les reconnaît très bien avec les cheminées qui sont là, qui tirent l'extraction avec des extractions assez importantes puisqu'on descendait à 100 mètres en ciel ouvert et puis on descendait déjà autour de 1900 vers 2 ou 300 mètres. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est cette image. On a bien quelque chose qui relève du machinisme, de la vapeur ici. Mais les gars, pour fondre l'ardoise, on est en 1888 là, ils sont toujours dehors, ils sont toujours penchés et ils sont toujours souffrants. Et ils sont soit jeunes, soit âgés, donc ça c'est un tableau assez important. C'est un tableau qui est conservé à Laval, qui est plus du tout en présentation à Laval, mais qui est conservé à Laval et qui représente en fait une carrière angevine. Ce qui est intéressant dans ce que je vous dis, ce que c'est intéressant, je dis ça souvent, donc en fait je vous convainc que c'est intéressant, mais il faut que j'arrête d'avoir ce réflexe. Ce qu'il faut noter, c'est que ce geste-là du fendeur d'ardoise, il est pérenne depuis au moins le XVIe siècle. Et sans doute au-delà, puisqu'on sait que l'exploitation ardoisière, avec certitude, remonte au XIIe siècle à Angers, et très probablement avant. Et donc, on est là sur quelque chose d'important à comprendre, c'est que on peut avoir une structuration machinique forte. Ici, on a même de l'éclairage électrique. Vous voyez les petits points blancs là dans la carrière souterraine. Il y a de l'éclairage électrique, il y a de la vapeur, il y a quelque chose qui relève d'une modernité. Il y a une adaptation ici, on est dans les années 30, une adaptation des techniques minières absolument fondamentales au sein des ardoisières, mais on garde ce geste. On garde ce geste pour des raisons qui sont assez simples à comprendre finalement. C'est que une ardoise, pour être fendue, il faut avoir l'intelligence du geste. Il faut avoir la précision du geste. Eh bien ça se modélise pas si facilement que ça. Donc le fendeur n'a été remplacé par des machines automatiques, totalement automatiques, qu'à la fin des années 1980. Au moment, au passage, où, c'est-à-dire trop tard d'ailleurs pour la survie des ardoisières françaises, mais au moment, au passage, où là, pour le coup, l'électronique a aidé avec des capteurs. Je regarde un spécialiste de l'électronique en haut là, avec des capteurs électroniques qui permettaient en fait à peu près la modélisation du geste. Rien n'est plus compliqué que de modéliser le geste, encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a des totalités de gestes qui sont là, enfin toute la problématique de la robotique actuelle est basée aussi sur cette question de comment on modélise le geste, jusqu'où on va. Je parlais de l'intelligence artificielle tout à l'heure, il y a un vrai sujet autour de ces questions de modélisation. Et donc, on est là aussi sur des problématiques de questionnement sur la modernité de la machine. Parce que ce que vous voyez en haut là, ça s'appelle une presse à fendre. C'est-à-dire que les ouvriers pouvaient enfin travailler à peu près debout et plus penchés en posant le bloc sur ce petit plateau-là, en le pressant avec le genou aidé par un contrepoids pour pouvoir le maintenir. C'est un vrai progrès technique. Début du XXe siècle. Et donc on a ce paradoxe d'une industrie qui sait utiliser des machines complexes, machine à vapeur pour faire de l'électricité, etc., mais qui en même temps tarde, mais même pas, j'allais dire pas tarde, adapte finalement sa pratique professionnelle à un endroit où le reste était pertinent avant et où ça l'est moins, avec des choses, enfin ça techniquement ça aurait pu être inventé sous l'Antiquité, il faut être clair. Mais
c'était pas le sujet. Le choix d'une machine, c'est aussi un sujet technique. C'est aussi une opportunité technique. C'était pas le sujet. Pour plein de raisons, qui étaient aussi des raisons sociales, d'indépendance ouvrière, dépendance ouvrière. C'est pas tout à fait un hasard si le syndicalisme ouvrier à Trélazé était plutôt anarcho-syndicaliste à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'il y avait une préexistence d'un souci de l'autonomie ouvrière très très important à cet endroit-là. Et donc, l'un dans l'autre, on est là dans une relation complexe à la machine, vous voyez. C'est quoi une machine? Ça, c'est une machine qui permet de faire des mouvements. C'est plus un objet d'assistance, c'est pas une machine qui fait le mouvement. Mais ça reste quand même des objets liés à la machine. Et ça a permis aussi, de manière paradoxale mais importante, aux femmes de travailler pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. Parce que le travail était plus simple. Et de la même façon, on a eu des façons, là je ne rentre pas dans les détails, mais des aides sous forme de crémaillère, des aides à la taille de l'ardoise, qui sont en fait des années 1880 là aussi. Avant, les gars, ils avaient à peine une crémaillère sur un bout de bois, ils connaissaient leur dimension. Et donc, c'est cette relation complexe de machine à machine qui me paraît importante à saisir, d'autant qu'il y avait déjà ces machines à vapeur. Là. Donc ça, c'est de la modernité du XIXe siècle. Mais le paradoxe, en particulier dans cette entreprise ardoisière, c'est que ces machines à vapeur, il y en a encore en place, plutôt plus ruinées qu'autre chose d'ailleurs désormais, mais qui ont servi, celle-ci en particulier, a servi jusqu'aux années 75, en ayant été transformées, marchant plus à la vapeur mais à l'air comprimé, mais fonctionnaient quand même pour l'extraction. Donc toujours cette relation complexe au temps qui est là. Le temps passe, je vais passer très très vite sur un exemple un peu en dézoomant complètement sur la question de l'automobile. Bien entendu, l'automobile c'est des machines complexes. Je vous mets ce que vous connaissez, le fardier de Cugnot. Cette image-là, c'est l'image d'un modèle qui est peut-être d'ailleurs toujours en exposition, parce que je crois que l'exposition dure toujours. C'est une exposition qui a lieu aux Arts et Métiers sur les plantages techniques, quoi, sur ce qui n'a pas marché, quoi. Et comme vous le savez, le fardier de Cugnot, c'est le premier véhicule automobile à peu près acceptable qu'on connaisse avec une machine à vapeur en traction, mais ça n'a pas marché, quoi. C'était trop lourd, trop compliqué, c'était fragile, on ne pouvait pas le diriger, enfin bref, c'était pas terrible, mais c'est quand même les premières choses qui sont là. Et puis, bien entendu, il y a eu des développements un peu plus efficaces au début du XIXe siècle, avec un clin d'œil à la pathologie anglaise, britannique du patrimoine qui est sur le remake, sur les reconstitutions de modèles. Vous vous doutez bien que cette photographie n'est pas de 1803. Par contre, un truc local mais intéressant, c'est les Bollé au Mans, hein, qui ont été des gens très précurseurs de l'automobile, mais avec une machine à vapeur, donc quelque chose de très encombrant. Et c'est bien entendu la miniaturisation du moteur, en particulier le premier moteur à gaz avec le moteur le noir, et puis ensuite les moteurs à explosion à essence, qui ont permis quoi? Les premiers véhicules automobiles à peu près dignes de ce nom, du côté de Benz et de Daimler en Allemagne, immédiatement accompagnés par, immédiatement accompagnés par Peugeot et Panhard. Donc on a vraiment quasiment quelque chose de simultané à la fin des années 1880, début des années 1890. Et là, c'est quelque chose de totalement extraordinaire. C'est une machine automobile. Ça permet de bouger et d'aller où on veut. À condition qu'il y ait les routes, hein. D'accord ? Et ce qui est important à saisir aussi, c'est que le vélo, je parlais de vélo électrique tout à l'heure, le vélo, c'est en même temps, c'est ni avant ni après, mais le vélo moderne, Rover, 1884. Là ici, il y a eu une expo à la région il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, où il y avait une série de vélos historiques, dont ce vélo Peugeot de 1891. Le vélo moderne. Pourquoi c'est en même temps le vélo moderne ? Parce qu'il y a besoin d'une chaîne. Une chaîne, il faut faire des maillons, il faut ça être doué en métallurgie, il faut avoir des bons aciers, il faut avoir des aciers industriels,
de manière importante. Ah ben ça, c'est pas avant les années 1860, avec le procédé Bessemer et les procédés Martin, etc. Il faut avoir des machines-outils. Il faut avoir des roulements à billes. L'industrialisation efficace du roulement à billes, c'est dans les années 1870. Et puis, il faut avoir des pneus. L'intérêt du pneu, vous savez, c'est de rouler sur un chemin qui n'est pas terrible. Alors maintenant, on va tellement vite qu'il faut quand même que le chemin soit correct. Mais au départ, c'est quand même d'amortir. C'est un amortisseur, le pneu. Hein. C'est quand même vachement plus sympa qu'une jante avec une bande, ou qu'elle soit en bois ou métallique. Hein. On est d'accord. Donc, le pneu, c'est pareil. C'est exactement les mêmes époques. Goodyear, Michelin, que vous connaissez mieux évidemment en France, avec, ah bah tiens, c'est quoi le pneu? C'est du caoutchouc. Caoutchouc à l'époque, pas trop synthétique, hein, donc c'est plutôt de l'EVA, donc c'est quand même un peu mieux si on a des colonies quelque part. Donc vous voyez bien comment cette chose-là fonctionne, et je ne parle pas du pétrole. Hein. Donc le pétrole, c'est... ok, il y avait un peu de pétrole en Alsace avec les Schlumberger, on savait utiliser du pétrole pour en faire, on ne savait pas trop quoi, mais on savait quand même brûler des trucs dès le XVIIIe siècle hein, en Alsace. Mais c'est Bakou, c'est l'Azerbaïdjan, c'est la Caspienne, et puis c'est petit à petit les États-Unis, premier grand producteur de pétrole, d'ailleurs aujourd'hui les premiers producteurs, mais producteurs au fin 19e, et puis après c'est ce que vous savez de tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient et ce qui se passe toujours, voire même au Venezuela, mais j'insisterai pas trop. Donc on est bien là sur cette question de comprendre comment la machine ne peut pas ne pas fonctionner si elle est toute seule. Bien entendu. L'automobile, ça continue avec une relation très intéressante, là pour le coup, vraiment. Je suis limité dans le cadre par la caméra. Par cette relation curieuse qu'on a aussi à la machine. Henry Ford, au passage, un personnage un peu curieux quand même, hein. Sympathie extrême droite maximale, voire pro-nazi dans les années 30. Hein. Voire clairement pro-nazi dans les années 30. Henry Ford, il construit son modèle de machine automobile en contrôlant sa propre clientèle et en contrôlant ses propres ouvriers. Et il travaille aussi sur la question de la chaîne, du travail à la chaîne. Ça, c'est le prototype de ce que tout le monde connaît, c'est la 2 chevaux, qui est un des modèles automobiles dont l'histoire a été une des plus longues de l'histoire automobile. On est en 1936, Pierre-Jules Boulanger propose une très petite voiture. Ça n'a pas été lancé tout de suite, vous comprenez pourquoi, puisqu'il y a eu la Seconde Guerre, et le lancement véritable a eu lieu au Salon de l'Automobile en 1948. Vous savez tout ce que c'est, une 2 chevaux, ça peut tout faire. Ça peut rouler partout. Chemin, pas de chemin, côte, pas de côte, ça va pas vite, mais ça monte n'importe quoi, etc., etc. Et c'est tellement souple en suspension que le deal, c'était de pas casser les œufs derrière. Enfin bon, donc il y avait tout un truc autour de la ruralité aussi, autour du monde rural et de l'observation rurale. Ce qui est curieux, voire troublant, c'est que seulement 7 ans après, c'est la DS qui sort, chez le même fabricant. La fameuse DS, aujourd'hui qui est devenue une marque, d'ailleurs de manière très intelligente, la réappropriation de la marque DS par Citroën, c'est quelque chose de vraiment formidable à étudier pour les manières récentes. Je ne peux pas ne pas résister à la citation de Roland Barthes dans ses mythologies. Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques. Je veux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. La bagnole. Même Macron a dit ça un jour. Ah, la bagnole, j'aime les bagnoles. On est tous plus ou moins quand même attachés à l'esthétique de sa propre voiture.
Plus ou moins, peut-être pas tous ici, je sais pas, certains d'entre vous sont peut-être des rebelles absolus, il y en a peut-être qui n'ont pas de voiture, mais globalement quand même là, on est quoi, à 50 là? Je suis à peu près sûr qu'il y a des gens qui ont choisi leur voiture pour des raisons aussi esthétiques. Je pense que parmi les 50 entre nous, il y a des gens qui ont choisi leur voiture et qui sont attachés à leur voiture. Mais attaché, je veux dire attaché, quoi. Ah bon, faut que je la vende? Oh, t'as vu, elle est rayée. Eh ouais. Donc une voiture, c'est quelque chose de fort, hein. C'est une sacrée machine, ça. Cette machine du XXe siècle qui est là, qui est fort. Bon. Ah bah tiens, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, je vais revenir là-dessus plus tard. Je vais passer par là. Juste très rapidement, parce que je pense que je suis totalement hors jeu là, ouais. On n'a pas commencé à 18h quand même. Un peu de cas nantais, de cas locaux. Déjà, les Ardoisières, c'était un peu local. Donc vous voyez une carte que j'avais faite il y a une vingtaine d'années maintenant, à partir d'une carte de 1924, qui mettait bien les différentes emprises industrielles de Nantes à l'époque. Donc évidemment, il y a moins d'emprises industrielles. Alors le noir, c'est le chemin de fer, hein, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer un élément industriel ou productif de la façon dont on peut l'alimenter en matière première et dont on peut faire sortir les produits. Et donc la logistique ferroviaire, la logistique fluviale en l'occurrence est tout à fait importante. Et vous voyez aussi que ce tissu industriel nantais qui existe toujours pour partie sur le bas Chantenay, de manière un peu marginale maintenant, mais quand même, qui existe toujours sur le bas Chantenay, évidemment a désormais totalement disparu de la partie de ce qu'on appelle désormais l'île de Nantes, mais qui a, comme vous le savez, des effets paysagers et patrimoniaux tout à fait importants. Donc pourquoi je veux vous parler de ça, du petit beurre et de la paille d'or? Mais parce que très exactement, d'abord, parce que vous connaissez, j'imagine tous cette affaire, que c'est des objets industriels. C'est pas seulement... Quand je parle de ça à mes étudiants, en général, d'abord, ils sourient parce qu'ils reconnaissent le petit beurre. Donc, et ce que je leur explique, c'est que, justement, cette question du sourire, quand on fait l'histoire des techniques, en l'occurrence, ça veut dire qu'il se passe autre chose que la simple question de la fonctionnalité technique. Qu'il se passe autre chose dans le produit, c'est comme le sourire si vous avez une belle bagnole, quoi. Et donc, quand on reconnaît un petit beurre, ben, c'est sympa, quoi. Bon. Eh ben, le petit beurre, Nantes, un truc standardisé, 65 mm de long, 54 mm de large, 6 mm 5 de hauteur pour un poids unitaire moyen de 8,33 g. Alors oui, on a compte les 4 coins, les 52 semaines, etc. Je suis pas sûr. Enfin, c'est aussi de l'équipe de dessin. Le coût des 52 semaines, j'y crois pas trop personnellement, mais c'est pas grave. Enfin, ça fait plaisir à tout le monde. Peut-être même à Louis Lefebvre-Utile, quand il a dessiné son truc, il s'est dit bah tiens, finalement ça colle comme ça. Ce qui est intéressant, important, décidément, faut que je me corrige. C'est l'idée que c'est des brevets industriels. Que c'est vraiment, ça correspond vraiment à de l'industrie. Ça correspond vraiment, vous savez, hein, Pauline Isabelle Utile et Jean-Romain Lefebvre se marient et eurent des enfants. Ils sont d'abord installés, c'est des pâtissiers de luxe, hein, c'est la pâtisserie de la rue Boileau, c'est une pâtisserie de luxe. Le petit beurre en 1888, ça reste un produit de luxe. Hein. C'est 1 franc la boîte. Hein. 1 franc la boîte, ça peut être une journée de salaire ouvrier. Hein. Donc on est bien là dans un produit vraiment de haut de gamme, à forte valeur ajoutée, et c'est breveté. Il dépose son brevet en 1888, Louis Lefebvre-Utile. C'est un gâteau qui demande une cuisson spécifique. C'est un biscuit dur. C'est donc un biscuit à pâte dure. C'est donc un biscuit qu'on lamine. Enfin, chez vous, vous appelez ça un rouleau qu'on roule, le rouleau à pâtisserie. C'est un laminage. Hein. Quand vous utilisez un rouleau à pâtisserie, vous laminez. Après, il est estampé. Il est découpé. Donc, c'est un produit laminé, découpé, estampé, cuit longtemps. Destiné à être mangé. Mais la paille d'or, vous allez me dire, c'est la même chose. C'est un truc qu'on aime bien bouffer à 17h30 avec le café ou le thé. C'est la même chose, donc. Non. Mais c'est pas du tout la même chose, puisque c'est une gaufrette
C'est donc un biscuit qui est à pâte liquide, qui est moulé, moule à gaufre, disait le capitaine Haddock, donc qui est moulé, donc, et qui cuit très rapidement. Vous savez, dans un moule à gaufre, une gaufre ou une gaufrette, c'est cuit très rapidement. Donc ça n'a rien à voir techniquement. Et même, en plus, c'est un sandwich. Un sandwich, vraiment, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue des procédés techniques, hein, puisque c'est deux plaques qui sont collées l'une contre l'autre. Il se trouve que la colle, c'est de la framboise. Donc c'est plutôt sympathique comme colle, mais c'est de la confiture de framboise. Mais c'est une colle, c'est pas autre chose. Hein. Enfin si, c'est bon. Mais c'est un sujet comme ça. Et donc, vous voyez, tiens, encore une fois, ce que je voulais vous dire. Deux objets, deux solutions techniques, qui ont le même usage, à peu de choses près, qui n'ont pas le même goût quand même, il faut être clair. Alors en plus, je vais en rajouter une couche, si je puis dire, de framboise, c'est que la paille d'or en 1905, brevetée en 1905, Louis Lefebvre-Utile en parle dans ses plaquettes de l'exposition universelle de 1900. Et qu'est-ce qu'il dit, Louis Lefebvre-Utile? Il dit « Je vais inventer un nouveau produit qui va me permettre de casser la concurrence anglaise totalement. » Il ne dit pas « Je vais bouter les Anglais hors de France », mais presque. Et donc, il a un intérêt commercial à avoir des produits phares qui vont être performants, mais il a un intérêt, et c'est pas que de l'habillage, c'est vraiment ça, il a un intérêt national. Vous voyez, là, le milieu associé, il commence à prendre du champ, hein, à prendre de l'importance. Et en effet, ce qui se passe autour des ouvriers, ce qui se passe autour des machines de fabrication, c'est très exactement ça. C'est l'idée que d'une part, on peut en faire de la publicité, avec ce témoignage intéressant qui est conservé au musée du château. On a là la maquette, les photographies de repérage et les photographies retravaillées, mais surtout remises en scène pour la publicité. Donc, autour des machines que vous voyez, des fours, des installations, on construit un discours. On construit un discours industriel qui est un discours pseudo-réaliste. La photographie, c'est du réel. Ben ouais, mais enfin, c'est totalement mis en scène. Et du coup, je vais vous montrer très très vite des aquarelles de Brennet. Brennet, certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est un peintre officiel de la marine des années 50, 60. Et il a fait une couverture de l'industrie. Il a fait une couverture industrielle assez forte un peu partout, et en particulier au musée du château. On a une collection d'à peu près une dizaine de grandes gouaches, qui sont des gouaches grandes comme ça, qui sont tout à fait magnifiques, où on a un témoignage qui est finalement plus objectif que la photographie, mais qui parle de la machine. Ici, on casse les œufs, on les mire, on les vérifie, on prépare la future pâte. Ici, on voit les ouvriers qui remplissent les pétrins pour préparer la pâte. Ici, on voit les ouvrières qui travaillent en bout de chaîne, surveillées par un contremaître quand même, et on voit les gars là plier la pâte. Puis c'est une pâte feuilletée, hein, le petit beurre. C'est une pâte feuilletée, c'est une pâte dure, c'est une pâte feuilletée, donc pliée, repliée, surpliée, qui est ensuite laminée. Et puis, on a des témoignages que j'ai pu prendre à l'époque. Bon, j'ai pas la référence de l'article, peu importe là-dessus. J'aurais pu parler de cet article-là, tu me disais tout à l'heure. Quand je suis arrivé, on avait des blouses, pas de pantalon, pas de manches courtes. Il faisait chaud, on n'avait pas le droit d'ouvrir les fenêtres pour pas amener l'humidité. Par exemple, il y en a d'autres. Hein. Il y avait moins de surveillance à la Bonne Vicarce, mais on était plus nombreuses, etc. La chaîne de fabrication, au-delà du four, la machine, elle continue, la machine. C'est un ensemble complexe, c'est un ensemble de situations complexes. Et ici, on a les empaqueteuses qui sont là. On faisait des boîtes, la contremaîtresse nous interdisait de parler. Des fois, il y avait des engueulades. Ou si on répondait, ça allait jusqu'à la mise à pied. Vous voyez que cette question de la machine, c'est aussi la machine utilisée par des gens, par des femmes et des hommes. Et c'est toute cette question de la considération de la machine aujourd'hui qu'il faut avoir en tête, c'est comment ça faisait, comment ça marchait. C'est pas tout d'être historien des techniques et de se dire la machine c'est super, c'est un truc qui tourne, ça a telle puissance, ça a tel moteur, tel régime moteur, etc. Non, non, c'est pas ça l'histoire. La vraie histoire, c'est l'histoire des gens qui commandent. Louis Lefebvre-Utile, on peut faire l'histoire patronale.
Et puis on peut faire d'histoire sociale, on peut faire les deux, bien entendu là-dessus. Autre cas de figure, les gars au four là, ça c'est les pailles d'or, c'est les fours à paille d'or. Il y en avait encore dans les années 80 quand j'ai fait le dernier repérage avant la fermeture des usines, ça vous donne mon âge d'ailleurs. La chaleur des fours, ils se relayaient, il faisait beaucoup plus chaud à la sortie. Vous voyez aussi, ce qui est intéressant, c'est de réussir à avoir des éléments comme ça. Je finis par ça, la question de la navale, bien entendu, des grues, mais tout ça pour vous dire que, bah oui, l'usine et les machines en tant que telles, c'est toujours des choses qui sont sur des territoires, c'est des choses qui s'imbriquent les unes par rapport aux autres, et que donc ces grues, les fameuses grues jaunes ou grues grises que vous connaissez tous, sont des objets qui servent à quelque chose. On est sur une machine, mais la machine toute seule a du sens, évidemment. La grue grise, elle a du sens aujourd'hui. Hein. Elle a un usage, c'est l'admiration. C'est la visite, c'est l'étonnement, c'est les gens qui viennent se promener sous la grue. Elle a tellement d'usage que tout le monde a fini par être convaincu de ça, en particulier un truc sur lequel moi qui suis observateur de cette affaire depuis quelques dizaines d'années maintenant, la grue noire, personne n'y croyait pendant très longtemps. Il se trouve qu'en 2003, elle a été restaurée de manière vraiment remarquable par la ville. Et là, vous voyez Johanna Roland qui fait le discours de lancement des Journées du patrimoine de septembre 2003 et qui fait l'inauguration de la grue noire en même temps. Et là, on se dit qu'il y a des choses qui sont gagnées par rapport à la machine ou pas. Vous avez sans doute, peut-être même certains d'entre vous ont peut-être bu une bière, la grue jaune, ou du muscadet, le nantais avec la grue jaune. Il y a un magasin qui s'appelle la grue jaune aujourd'hui. Il y a la maquette qui se construit là. Et puis là, le pire du pire, et c'est là que je me dis que quand on en est là, c'est passé vraiment dans les mœurs, c'est ce poster assez improbable, du gorille et de la grue titan devant Nantes, quoi. Donc là, on est bien là sur quelque chose d'étonnant. Cette relation à la machine, c'est des objets de production. On l'a vu, c'est des objets de souffrance, c'est des objets compliqués, c'est des objets de profit, bien entendu. Mais c'est aussi des objets qui nous marquent tous, qu'on utilise. Et j'en termine, je l'ai cité tout à l'heure, avec le capitaine Haddock sur sa palanquée, avant qu'il parte avec Tintin en Amérique du Sud, dans les 7 boules de cristal. C'est ça aussi, c'est cette relation à la machine qui est dans nos imaginaires et qui crée en nous ce qu'on pourrait appeler un imaginaire technique. Je vous remercie.